L'Asie ce matin, en séance vendredi, le CAC 40 est lui aussi tombé sous les 4900 points, en clôture à 4967 points. L'indice parisien a perdu plus de 10% en octobre. Aujourd'hui, on tente un petit rebond, pas mieux à Wall Street vendredi, et notamment avec le Nasdaq qui a perdu plus de 2%. On a aussi une perte de plus de 10% en octobre et c'est une première depuis 10 ans. Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital, bonjour. Bonjour. Ça veut dire que ça y est, c'est la fin de l'euphorie véritablement ? Ah oui, c'est la fin. Oui, c'est ça, exactement. C'est la fin de l'euphorie. C'est le lendemain de fête en quelque sorte. Je pense que l'ensemble des investisseurs intègrent une première chose qui me semble essentielle, c'est que le point haut de la conjoncture est derrière nous. Donc il n'y a plus, pour employer un terme automobile, d'accélération. La croissance. Il n'y a plus de marge d'accélération, on a touché le potentiel de cette conjoncture. Voilà, oui, et puis on le voit notamment en Europe où on a plutôt des croissances économiques qui commencent à plafonner pour toute une série de raisons qui sont des freins à la croissance liés notamment au marché du travail, à l'investissement. Et donc ça, c'est le premier point, c'est-à-dire que le haut de la conjoncture est probablement derrière nous. On a eu des secteurs emblématiques de la cote financière qui l'ont indiqué. On a eu le secteur automobile, bien entendu. Oui, et notamment avec ce gadin vendredi pour Valeo, vraiment qui a essuyé les plates, voilà, qui a tenté... dans une série, dans un non-étiage de profit warning. Hein, oui, il y a eu une pluie de profit warning justement qu'on a suivi ces quelques derniers jours. Alors il y a des pressions sur les bénéfices des entreprises, tassement de la croissance mondiale, taux qui remonte, c'est ça la fin du cycle. Voilà, c'est ça. Il y a une correction au vu des plus hauts de cet été, c'est une logique? C'est la combinaison de tous ces facteurs-là qui font remonter ce qu'on appelle la prime de risque. Alors pour le marché français, ça veut dire une chose, ça veut dire que si on prend la variation depuis le début de l'année du marché français, on est à moins 6 et des brouettes, moins 7%. C'est la combinaison de croissance bénéficiaire aux alentours de 8%, donc positif, ça demeure, mais par contre de baisse des ratios de valorisation. Et l'ensemble des segments de marché, il y a très peu de valeurs qui échappent à ce phénomène. Donc c'est bien le retour de la prime de risque. Et donc les PE ont baissé globalement de 14 à 15% depuis le début de l'année. C'est ça, il n'y a aucun secteur qui a échappé à cette purge, même pas le luxe. Même pas le luxe, qui reste malgré tout très élevé en valorisation. Mais jusqu'alors, c'était l'arbre qui masquait un peu la forêt. C'est ça, c'était la valeur refuge. Oui, avec une forte indexation sur la classe moyenne supérieure dans les marchés asiatiques. Et l'inquiétude commence à poindre du nez, non seulement sur les classes populaires en Chine, mais aussi sur les classes supérieures. Les consommations pourraient évoluer. Donc on n'est plus sur des régimes de croissance aux alentours de 13-14%, mais c'est révisé peut-être proche de 11%, avec des facteurs d'incertitude, des éléments de stockage. Et donc ça suffit pour réintroduire des primes de risque sur des valeurs qui n'avaient que très peu de primes de risque. L'élément taux d'intérêt est essentiel parce que sur ces valeurs-là de croissance, sur ce qu'on appelle des modèles, pour les évaluations, on fait ce qu'on appelle des modèles d'actualisation de cash flow, et ce sont des valeurs extrêmement sensibles au taux d'intérêt qu'on utilise. Donc à la moindre remontée de taux, que ce soit les taux nominaux de financement ou la prime de risque à rajouter, évidemment, ça a un impact fort, d'où des baisses sur Kering, LVMH de 20-30% par rapport au plus haut. Mais malgré tout, ce sont des titres qui ont de très très bonnes performances sur plusieurs années. Donc ça demeure. Simplement, il y a une phase d'excès qu'on a connu au cours du premier semestre, qui a été corrigé au cours de l'automne et de ses publications. Qui se corrige sur ce mois d'octobre, mais c'est le moment aussi de prendre des bénéfices, de prendre des gains après des années de forte hausse. Véritablement, on est dans cette logique-là. À l'heure actuelle... Oui, parce qu'on est au terme, on est 10 ans après Lehman Brothers. Et donc, peut-être confusément, pour pas mal d'investisseurs, pas uniquement des personnes morales, des institutionnels, mais aussi des personnes physiques, il y a le fait que les choses peuvent se dégrader. Le contexte géopolitique, c'est un peu un argument tarte à la crème. Mais en ce moment, la guerre commerciale, voilà, mais ce sont des paramètres sur lesquels on n'a pas prise et dont on ne mesure pas toutes les conséquences. On se doute bien, par exemple, que la conflictualité commerciale a des effets assez dévastateurs, notamment sur le secteur automobile, qui est un secteur très désintégré avec des échanges permanents entre zones. On voit que le secteur des semi-conducteurs, qui avait été un secteur extrêmement emblématique de la progression des marchés financiers sur les 5-6 dernières années, est en phase de retournement. On voit que même les sociétés américaines, qui avaient jusqu'alors été totalement à l'abri de toutes ces turpitudes commerciales, commencent à voir se manifester des impacts de coûts, des impacts de stock, des incertitudes de consommation, enfin d'investissement sur certains segments.
Et donc, voilà, donc d'un seul coup, au fond, les gens ont matérialisé un risque qu'ils ne voulaient pas voir. Et en fait, d'un seul coup, on se réveille. Voilà, d'une certaine façon. Et puis, dernier élément, c'est l'opposition qui existe entre Trump et la Fédérale Réserve, qui laisse probablement penser que la Fédérale Réserve est sur un mode de restriction monétaire plus sévère que prévu. Et ça, les marchés financiers, le conflit entre l'exécutif et le pouvoir monétaire, c'est jamais une très bonne chose pour les marchés actions. Donc on a vu en ligne de mire la hausse des taux. Il y a aussi la fin des effets des incitations fiscales qu'on verra. On a vu sur les marqueurs, sur les publications d'entreprises outre-Atlantique. Est-ce que déjà on commence à anticiper qu'il n'y aura plus ces effets des incitations fiscales qu'on a eu pour l'année écoulée, mais qu'on n'aura pas pour l'année suivante? Alors avec Donald Trump, on n'est jamais à l'abri d'un nouveau dispositif. Je pense qu'il a encore, alors on verra post-élection de mi-terme, mais la semaine prochaine, il n'est pas impossible qu'il y ait un deuxième plan, peut-être pas de même ampleur, mais qu'il y ait un deuxième plan de stimulation fiscale. Ça dépendra de la configuration de son pouvoir législatif. Mais en tout cas, c'est intégré par les analystes. Oui, donc on a des publications aux États-Unis et en Europe où globalement on est sur 2019-2020, on est sur des progressions bénéficiaires entre 11 et 10%, et en Europe, on est 2 points en dessous, c'est-à-dire entre 9 et 8% sur 2019 et 2020. Mais bien voir la dégradation des éléments de coût pour les entreprises, parce que là, on peut avoir sur certains segments des squeezes, qu'on appelle des squeezes de marge, et puis des ruptures de chaîne, des ruptures d'approvisionnement, donc du chiffre d'affaires qui n'est pas réalisé. Donc ça, ces éléments-là, et on l'a vu au travers du Cavaléo, qui est très emblématique, les marchés peuvent être inquiets pour ça. Du côté des inquiétudes, des incertitudes, est-ce qu'on imagine que là, toutes les mauvaises nouvelles sont dans les cours, elles ont été on en a balayé pas mal. Absorbées? Oui, on en a balayé pas mal. Alors on pourrait avoir un Brexit dur, c'est-à-dire bon, j'y crois peu personnellement, mais on pourrait très bien avoir une situation en mars de l'année prochaine où, de part et d'autre du channel, on décide de passer à l'action, c'est-à-dire on constate une divergence, on n'est pas d'accord. Donc ça, c'est un élément qui aura forcément des conséquences macroéconomiques pour l'Europe continentale et pour les entreprises de l'Europe continentale. Du point de vue commercial, avec l'administration américaine, entre l'Europe et les États-Unis, pour l'instant, on est dans une espèce de négociation, mais qui n'a pas vraiment commencé. Oui, on ne sait pas vraiment où on en est. Voilà, donc c'est plutôt une situation de stand-by. Les États-Unis semblent beaucoup plus focalisés sur l'empire du milieu. Le rapport de force avec la Chine. Mais ça peut revenir. Le seul élément positif ces dernières heures, si j'ose dire, c'est le cas italien. Parce que malgré la conflictualité entre la Commission et le pouvoir exécutif italien, on a quand même noté que les agences de notation ne sont pas véritablement passées à l'action. Elles restent en stand-by. Donc ça veut quand même, ça nous évite, à brève échéance en tout cas, une forte tension sur le marché obligataire. Les taux italiens vont rester élevés, mais ça ne va pas s'amplifier. La prime de risque est calée par rapport aux enjeux budgétaires actuels. Et donc, il n'y a pas de dégradation nouvelle à attendre. Donc là, le cas italien, ça me semble relativement mis de côté, à court terme. Voilà. Mais demeure. Et puis bon, après, si on veut vraiment pousser un cran plus loin, il y a l'incertitude politique en Allemagne. Oui, avec les résultats d'élections locales qui viennent mettre... N'oublions pas qu'on a des élections européennes en 2019 et que les élections européennes pourraient faire naître un Parlement européen d'une configuration tout à fait originale. Introduire une forme de paralysie des institutions européennes, parce que n'oublions jamais que le Parlement européen repose sur la sainte alliance entre le PPE et le Parti social-démocrate européen, et qu'on risque de se retrouver dans une configuration, on risque, en tout cas ça sera probablement le résultat, une configuration à quatre groupes avec des jeux d'alliance qui risquent d'être très compliqués, et donc un dénominateur commun des consensus qui se fera par le bas, à un moment où l'Europe sera peut-être confrontée à des défis économiques et budgétaires singuliers. C'est pas la meilleure façon. C'est pas la meilleure façon de résoudre notamment la relation vis-à-vis des Italiens, par exemple, d'un pouvoir exécutif italien qui risque dans l'affaire de remporter une victoire peut-être chimérique, mais remporter une victoire vis-à-vis de la Commission européenne. Donc ça, on va dire, il faut l'avoir en tête. Mais dans l'instant, je pense que beaucoup de choses ont été pricées par les marchés. Digéré.
Donc si on n'a pas de tension, s'il n'y a pas comment dirais-je, de risque, de défaut de grands corporates, d'une grande société américaine ou européenne, je pense qu'on devrait avoir une fin d'année un peu plus calme, si j'ose dire. Et on devrait avoir quelques achats de bons comptes. Je ne sais pas si c'est la bonne configuration, mais on devrait avoir quelques reprises sur quelques titres, parce qu'on a probablement poussé les primes de risque un peu trop loin dans l'instant. Mais retenez quand même qu'on est sur une tendance où les ratios de valorisation des marchés actions sont sur une tendance baissière, pour l'instant compensée, pas complètement, par les évolutions bénéficiaires. Ça risque d'être encore la configuration de 2019, c'est-à-dire des PE qui continuent à baisser, des bénéfices qui progressent, mais très légèrement, aux alentours de 7-8%. Et ce n'est pas sûr que la combinaison des ratios de valorisation et des bénéfices génère un rendement positif. C'est ça l'inquiétude qu'on peut avoir pour les investisseurs. C'est pour ça qu'on a toutes ces sorties un peu sur toute une série de segments un peu rapides, parce que globalement, les investisseurs intègrent le fait que les primes de risque sont sur un tendanciel de progression. Merci Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital. Merci d'avoir été dans Ecorama aujourd'hui.